Et bonjour à toi YouTube, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu passes de très bonnes vacances estivales. Aujourd'hui, au programme, 5 nouvelles théories et cette fois-ci sur la licence Disney. Alors oui, Disney c'est large, il y a des films très récents, des films très vieux et beaucoup de théories ont déjà été dites ou ont déjà été racontées. Mais ce que je te propose aujourd'hui YouTube, c'est qu'on aille essayer de chercher des théories qui sont un petit peu moins connues. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode de 5 théories, et j'espère YouTube que ces théories-là, eh bien, elles vont te plaire. Je pense qu'elles vont te plaire en vrai. Il y a 3 ans, nous sortions une vidéo de 5 théories sur le film de Vice Versa. Alors si tu l'as vu, tu le sais que nous évoquions une 6ème émotion orange, une potentielle transidentité de Riley, ou encore on avait même songé que Riley serait en fait 22, l'âme dans le film Soul. Mais en voyant Vice Versa 1 et 2, et en voyant notre précédente vidéo de théorie, eh bien il y a un détail qui nous a marqué. Dans le premier film, lorsque Riley ouvre la première fois les yeux sur son monde, eh bien, on dirait que elle et ses parents ne sont pas forcément dans un hôpital, on dirait même un lieu très neutre. De plus, pour étayer un petit peu cette idée, lorsqu'on observe la mère de Riley, eh bien, on n'a pas du tout l'impression qu'elle est en post-posthomme. Autre détail qui semble anecdotique, mais pourtant qui est très important, c'est la génétique. Lorsqu'on regarde le père et la mère de Riley, tous deux sont châtains, bruns, avec des yeux marrons. Tandis que Riley, eh bien, elle est blonde aux yeux bleus, ce qui est en réalité extrêmement rare. Et le troisième indice qui pourrait faire penser que cette théorie serait crédible, eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur l'île de la famille, eh bien, il y a un petit détail qui est caché. Si on observe attentivement l'arbre généalogique, il y a des silhouettes sans réelle identité. Sans doute parce que Riley ne connaît pas ses ancêtres. Pour conclure sur cette théorie, je ne sais pas si tu avais vu notre 5 théories sur Vice Versa, mais déjà à ce moment-là, nous notions que le père, la mère, les chats avaient tous des émotions qui ressemblaient à leur porteur. La mère a des lunettes avec des cheveux châtains, le père a des émotions avec des moustaches, les chats ce sont des chats. Toutes les émotions ressemblent à leur personnage, que ce soit par leur genre, leurs objets ou encore par leur comportement. Mais pour Riley, c'est totalement différent puisque les émotions ne ressemblent en aucun cas à Riley et surtout, eh bien, on peut se rendre compte qu'elles ne sont pas toutes hommes ou pas toutes femmes. Il y a un petit peu des deux. Sans doute, est-ce que ce serait la preuve fondamentale que Riley, notre protagoniste, ne sait pas encore qui elle est et serait en pleine quête d'identité. Cette deuxième théorie est une théorie qui est assez connue si jamais vous êtes quelqu'un d'habitué de l'univers de Disney. Et si Shan Yu, le méchant dans Mulan, était un nécromancien? La nécromancie est le pouvoir de contrôler les morts. Comme dans de nombreuses œuvres telles que Game of Thrones, il arrive que des méchants aient ce pouvoir, en général symbole de force obscure. C'est un moyen facile de tenir une armée avec des corps sans libre arbitre qui ne risqueraient pas de nous trahir, puisqu'indépendants de leur volonté. Alors, pourquoi parlons-nous de Shan Yu? Tout d'abord, Shan Yu est le seul personnage à avoir des yeux particuliers dans le film, des yeux noirs avec des pupilles jaunes, ce qui rappelle en général les démons. De plus, tous les soldats qui le suivent ont un teint livide et supportent un froid intense malgré leur manque cruel de vêtements, alors que Shan Yu, lui, est plutôt chaudement habillé. Sans doute, car comme tout bon mort-vivant qui se respecte, ils ont la peau froide et ne ressentent pas la douleur. De plus, il y a beaucoup de détails dans cette œuvre qui pourraient faire penser que cette théorie est vraie. Avant la première rencontre entre Mulan et Shan Yu, la jeune guerrière découvre une ville qui a été ravagée par les Huns. Mais il n'y a aucun corps. Où sont passés les soldats de l'armée chinoise, les villageois? La théorie voudrait qu'il les ait ramenés à la vie pour compléter son armée. D'ailleurs, lorsque Mulan déclenche une avalanche signifiant sa première victoire face aux Huns, Shan Yu, qui semble avoir perdu toute son armée, poussa un cri strident qui fit se relever tous ses soldats. Il réveilla les morts. Et là vous me direz, mais à aucun moment dans le film il utilise de la magie, c'est juste un soldat. Eh bien en réalité si, il a bel et bien un pouvoir, mais celui-ci n'est pas tiré de sa propre force, il est tiré de son épée. Tout d'abord, lors de la cérémonie de l'empereur, les soldats sont tous cachés sous le dragon, jusqu'à ce que Shan Yu récupère enfin son épée. À plusieurs reprises, on se rendra compte, et notamment dans son combat final face à Mulan et Shang, qu'il est faible une fois dépossédé de son épée. Mais lorsqu'il la reprend en main,
il retrouve sa force et prend le dessus sur nos héros, comme s'il tirait au final toute sa puissance de son épée. Et dernier indice qui pourrait confirmer ceci, dans un épisode de Princesse Sophia, on voit apparaître les 9 objets magiques de méchants Disney, qu'on appelle les Wicked Nine. Et oui, vous voyez bien, l'épée de Shen Yu y est présente. Ce qui voudrait donc dire que l'épée est bel et bien magique. Quand on regarde le film Kuzco, l'empereur mégalo, on apprend que la méchante, Yzma, est une chimiste de génie, qui a réussi à créer des poisons, certes, mais aussi des potions de métamorphose. Ces petites fioles roses qui semblent anodines ont la capacité de transformer un homme en animal et inversement. Nous le voyons notamment avec Kuzco qui aurait pu être changé en puce mais qui finira en lama, en perroquet, en tortue, etc. Yzma deviendra quant à elle un chat et les soldats deviendront des calamars, des gorilles et même une vache. Le point commun entre tous ces personnages est qu'ils se transforment physiquement en animaux mais gardent leur intelligence et leur dialecte de naissance. Je ne sais pas vous, mais moi il y a toujours une scène qui m'a interrogé dans le film Kuzco l'empereur mégalo, c'est cette scène où Kuzco, dans la jungle, rencontre une mouche qui l'appelle à l'aide avant de se faire manger par une araignée. Trop tard. Mais pourquoi parle-t-elle à Kuzco? Comment il la comprend? Eh bien, a priori, selon cette théorie, cette mouche était en fait un humain à l'époque, qui aurait été transformé par Yzma. En effet, Kuzco dira lors de la présentation de Kronk, Yzma change de bras droit tous les 10 ans à peu près. Sans doute que si quelqu'un n'était pas de son avis, elle s'en débarrassait, et dans l'objectif d'évincer Kuzco, il lui fallait un bras droit qui ne puisse ni la trahir, ni la contredire. Un imbécile incapable de réfléchir. Et c'est là qu'une théorie super intéressante est apparue sur la toile. Et si Kronk, l'acolyte d'Yzma, n'était en réalité pas un humain? D'abord, la première question à se poser est est-ce que c'est possible? Et la réponse est pourquoi pas? En effet, lorsque Kuzco et Pacha arrivent dans le laboratoire d'Yzma, on voit une étagère annotée avec le logo d'humain. Mais pourtant, il n'en reste qu'une seule. Sans doute qu'elle en avait utilisé d'autres avant, notamment sur son bras droit. Tout d'abord, Yzma ne connaît pas l'âge de Kronk. Il a quoi? Il a à peine 30 ans? Je ne suis pas sûre. On sait que les animaux ne grandissent pas de la même manière que nous. Un an de vie en vaut 7 chez le chat par exemple. Potentiellement, Yzma l'aurait récupéré à l'état animal et l'aurait transformé sans connaître son âge réel. Chose qui pourrait le confirmer, c'est un détail important du film. Kronk est le seul personnage du film à parler aux écureuils, comme si cela était inné chez lui. Comme on l'a vu dans Tarzan, tous les animaux se comprennent, mais ne savent pas se faire comprendre des humains. Kronk pourrait très bien être un écureuil dans ce cas, ou un animal un peu plus évident. Tout d'abord, Kronk a une carrure très puissante et est garde du corps d'Yzma. Et comment appelle-t-on les gardes du corps ou les vigiles dans notre monde? Des gorilles. Et oui, lorsqu'Yzma s'énervera après Kronk vers la fin du film, elle dira Plus pourtant, j'ai l'impression de parler à un gorille. Oh là! Un gorille bouffi et stupide qui s'appelle Kronk. Pour cette théorie qui pose beaucoup de débats dans la communauté des fans de Disney, tout repose sur des interprétations. Dans le monde entier, la sortie du film La Reine des Neiges 1 a fait réagir en bien et aussi beaucoup en mal. Mais non pour la qualité du film et son histoire, mais bien pour la lecture du personnage d'Elsa. Elsa est une des rares princesses adultes qui ne présente aucun intérêt pour les hommes avec Mérida du film Rebelle. Mais elle a aussi un discours très négatif lorsqu'elle rencontre les amourettes de sa sœur. Très réservée, Elsa est un personnage assez froid, qui ne parle pas beaucoup de ses ressentis et de ses sentiments. Et bien en réalité, ce qui a suscité le plus de réactions homophobes mais également des réactions positives dans la communauté queer sont les paroles des chansons d'Elsa. Libérée délivrée, ou en anglais Let It Go, est une chanson qui a amené beaucoup d'ambiguïté, car si on écoute bien les paroles, il est question en partie de la notion de coming out. Ici, je vis la vie que j'ai choisie, je suis parti pour reconstruire ma vie, c'est dit, c'est ainsi, libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Et rebelote dans La Reine des Neiges 2 avec ce titre qui s'appelle Je te cherche et qui reprend à nouveau cette thématique de cacher sa différence. Tu protèges dans ta forteresse tes secrets par milliers, toi qui hantes mes jours et mes nuits depuis longtemps, je suis prête à faire le grand saut, j'étais sur une autre planète, étrangère même chez moi, mais aujourd'hui je change de vie. Lorsqu'on écoute ces paroles, il est très simple de remettre en question le début du film. Est-ce que son pouvoir ne serait pas la métaphore de son attirance pour les femmes?
d'une différence à cacher à son peuple. Et si on veut pousser dans ce sens, Anna souhaite un bonhomme de neige, un homme, et lorsqu'elle demande à Elsa de lui ouvrir la porte, Elsa ne fait rien. Elle est triste. Elle ne voudrait donc pas d'homme. En revanche, à la fin de Je te cherche, elle chante avec une autre femme, a priori sa mère, à qui elle dit « Viens jusqu'à moi, ouvre ta porte ». Ces deux scènes s'opposent totalement et on pourrait y créer une sorte de paradoxe. Elle n'ouvrirait donc pas sa porte à Anna, qui veut un homme, mais elle ouvre la porte à celle qui entend son mal-être. Est-ce que ce serait suffisant selon vous? En tout cas, Idina Menzel, la voix originale du personnage, a quant à elle assuré en 2016 être très heureuse que des personnes réclament une Elsa lesbienne. Elle dira par ailleurs « Je ne peux rien confirmer ni démentir, si je vous le disais, je devrais vous tuer ». Je pense que dans La Reine des Neiges 1, elle était jeune et donc elle était toujours en pleine réflexion. De quoi faire douter un petit peu? Maui est un personnage qui a fait couler beaucoup d'encre. Origine mythologique, de la famille de Vaiana, ou encore ce serait le vrai méchant du film. Il y a vraiment énormément de théories qui ont été écrites à son sujet, mais celle dont je vais vous parler aujourd'hui est un petit peu moins connue, mais en reste tout aussi intéressante que les autres. Et si Maui était également présent dans Lilo et Stitch? On le sait, Maui est immortel et peut se déguiser en toutes sortes d'animaux. On le voit d'ailleurs dans la musique Bling Bling tester des transformations. Sven, le renne de Christophe, une iguane, un requin et même un poisson orange. Ce poisson orange est présent au début du film Lilo et Stitch. Et Lilo dira par ailleurs que si elle le nourrit de sandwich au beurre de cacahuète, c'est parce que... Mais pourquoi Maui voudrait voir Lilo? Une première théorie voudrait que Lilo soit une descendante lointaine de Vaiana. D'une part, les deux filles vivent dans la même région du monde et ont toutes les deux la passion maritime et la danse. Si cela est vrai, Maui, étant redevable à Vaiana qui lui a sauvé la vie, serait tout à fait crédible qu'il viendrait toujours lui rendre visite, pour veiller sur sa famille en remerciement. Mais une seconde théorie un peu plus sombre existe. Dans Lilo et Stitch, Lilo vit avec sa sœur qui l'élève et prend soin d'elle. Car oui, en effet, leurs parents sont morts dans un accident de voiture lors d'une tempête de pluie, peu de temps avant les événements de Lilo et Stitch. La théorie voudrait que le demi-dieu Maui ait décidé de créer une violente tempête de pluie qui a accidentellement tué les parents de Lilo. Bien que cela ne corresponde pas complètement au Maui que nous connaissons à la fin de Vaiana, cela ressemble à quelque chose qu'il aurait fait lorsque nous avons rencontré le personnage pour la première fois au début du film. Peut-être qu'à un moment donné, au cours des milliers d'années qui ont suivi Vaiana, Maui est revenu à ses anciennes habitudes de farceur en provoquant occasionnellement le chaos dans les îles polynésiennes juste pour le plaisir. Lilo aurait fini par retrouver Maui, qui prend la forme de Doudou le poisson, et décide de s'en faire un ami pour ne plus que cela se reproduise. Que ce soit pour protéger Lilo, ou parce qu'il se sent coupable de ce qu'il a fait aux parents de Lilo, la théorie selon laquelle Maui serait en fait Doudou le poisson semble bel et bien plausible, et nous n'avons toujours aucune information qui contredise cette théorie. Et voilà YouTube, j'espère que ces 5 théories t'auront intéressé et t'auront plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Si certaines ne sont pas crédibles, n'hésite pas à me dire pourquoi. Si à l'inverse tu les as bien aimées, n'hésite pas à me dire quelles autres théories tu voudrais que je traite dans les vidéos à venir. En tout cas pour moi c'est toujours un plaisir de traiter des théories que je ne connaissais pas forcément par le passé. Et c'est toujours un plaisir de parler de pop culture avec vous. Donc n'hésite pas, YouTube, si tu as aimé n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et n'hésite pas à me dire si d'autres licences te plaisent et que tu aimerais que je traite en vidéo. Sur ce YouTube, je te dis à la prochaine, c'était Zeldo et je te dis à la prochaine.